Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 19 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les travailleurs handicapés ont pu avoir accès à une quarantaine d'offres lors d'un job dating. C'était dans le cadre de la Semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées. Un agriculteur de Port-Louis a tout perdu. Il attend avec impatience le fonds de secours de l'État. Massage, Reiki, de plus en plus de Guadeloupéens s'accordent une petite pause de détente. Le journal, Aurélie Ronze. Et depuis lundi, l'emploi des personnes handicapées est au cœur d'une semaine nationale. Et ce matin, un job dating était organisé au parc d'activités de la Jaille. L'occasion pour ces demandeurs d'emploi d'avoir accès à des offres, mais aussi se renseigner sur les offres de formation. Le reportage de Patrick Curie et d'Esmeralda Grel. En Guadeloupe, on compte 1800 emplois reconnus travailleurs handicapés, ce qui représente 4% sur l'ensemble des demandeurs d'emploi. C'est un public qui connaît de grandes difficultés d'embauche car peu qualifié et souvent jugé. C'est dans ce cadre qu'est organisé un job dating afin de modifier la perception du handicap en entreprise et dans la société. C'est un public qui est peu formé, qui subit le chômage de longue durée, qui est un petit peu plus âgé que le reste de la population demandeur d'emploi et donc qui rencontre des difficultés liées à ces éléments-là et liées à leur handicap. Marie-France, 47 ans, demandeur d'emploi, est atteinte de plusieurs pathologies handicapantes et est venue aujourd'hui au job dating afin de profiter des stands d'information. Étant donné que comme 80% des travailleurs handicapés, j'ai un handicap invisible, alors ce qui fait en premier abord, les gens ne demandent pas si je suis handicapé ou pas. C'est par la suite, vu pour adapter mon poste, je leur dis que je suis travailleur handicapé et quelles sont mes pathologies et pourquoi j'ai besoin d'un repose-pied ou bien d'une chaise adaptée, d'un fauteuil adapté, tout ça. Depuis la loi de 1987, les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher au moins 6% de personnes handicapées. Depuis 2005, ces mesures ont été renforcées et les pénalités rendues plus sévères. Intéressons-nous à présent au fonds de secours pour les agriculteurs. Le ministère des Outre-mer vient de reconnaître le caractère exceptionnel de l'épisode de sécheresse vécu pendant la période du 20 avril au 23 août par les agriculteurs guadeloupéens. Certains ont d'ailleurs tout perdu, comme cet agriculteur de Port-Louis qu'a rencontré Muriel Barlagne. Auguste Gourdine fait partie d'un groupement foncier agricole qui regroupe 11 professionnels à Port-Louis. Il y a encore quelques mois, ce terrain en friche était un jardin créole. On y trouvait un peu de tout, madère, malanga, manioc, patates douces, ignames, mais aussi des bananes jaunes et des agrumes. Une production qui n'a pas survécu à la sécheresse et au tour d'eau. Il y avait une bonne évolution au départ jusqu'au mois de janvier, on dira. Et à partir de janvier, vraiment, ça a commencé. Et quand on est arrivé au mois d'avril, j'avais trop de pertes et j'ai dû abandonner carrément. Donc mes maniocs devaient être bons, j'ai dû arracher. J'ai fait venir un tractopelle pour tout arracher. Et j'avais aussi, dans ce jardin de 80 arbres, j'avais 66 arbres de verger agrumes uniquement. Donc j'ai dû faire arracher par rapport à la maladie du citrus greening. Et voilà, j'ai tout perdu. J'ai une perte totale de 100% de perte, quoi. L'exploitant fait aussi de l'élevage. Son cheptel est de 24 bœufs, dont 17 en stabulation. Pour les nourrir, il a dû dépenser plus que d'habitude pour pallier le manque d'herbes de qualité. Et cette année, il n'a pas fourni de viande à la boucherie. Au final, Auguste Gourdine a beaucoup investi. Il a même dû vendre une maison pour ne rien récolter. Ne serait-ce que pour les plants de bananes, pour bananes jaunes. Donc j'ai 300 pieds de bananes jaunes, donc c'est 300 € rien que pour les plants. Donc il y a l'irrigation qui a suivi, il y a la plantation, faire les trous, planter, irriguer. Mais avant tout ça, il y a le labour. Même s'il ne peut pas encore estimer précisément ses pertes, Auguste Gourdine pense être éligible au fonds de secours qui sera débloqué pour les agriculteurs guadeloupéens.
Il est loin d'avoir atteint son chiffre d'affaires habituel. Ses cotisations sociales et fiscales et sa comptabilité sont à jour. Reste à savoir quand est-ce que la calamité agricole sera effectivement reconnue et les dossiers prêts à être instruits. En bref, une partie de l'aéroport Paul Caraïbe a dû être évacuée ce matin en raison d'un bagage suspect. Il avait été découvert au premier étage devant le guichet Corsair. Le service de déminage a dû intervenir. Heureusement, plus de peur que de mal, le bagage ne contenait que des effets personnels et appartiendrait à un SDF. La CAF et EDF réunis ce matin au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg pour une distribution d'un kit destiné aux personnes en situation de précarité énergétique. Un kit comprenant notamment 4 lampes à basse consommation. Des familles étaient présentes. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Ils étaient venus nombreux ce matin au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg pour bénéficier gratuitement du kit Agir Plus d'EDF. Un kit mis en place par EDF et la CAF pour aider les personnes en précarité énergétique, comme Denise qui n'a pas souhaité apparaître à l'écran. J'ai reçu un courrier chez moi par la CAF qui m'invitait à venir assister à cette intervention aujourd'hui. Une bonne chose, oui, c'est une bonne chose qui puisse aider certaines personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers. Non, c'est pas, pour moi personnellement, c'est pas trop dur, j'arrive à gérer. Mais c'est vrai que des fois, je ne comprends pas mes factures. Parfois, ça reste raisonnable. Et puis comme là, ce mois-ci, j'ai eu droit à une facture de 150 €. Ce fameux kit est composé de 2 économiseurs d'eau mousseur, une douchette à eau, ainsi que 4 lampes basse consommation. Pour EDF, il s'agit de promouvoir l'accès à l'électricité à tous, mais aussi d'aiguiller les 43 000 Guadeloupéens qui bénéficient du tarif première nécessité. Donc cette action que nous réalisons aujourd'hui en partenariat avec la CAF et la CCAS de Petit-Bourg s'inscrit sous l'égide de la solidarité. Alors évidemment c'est un mot qui revêt ces derniers jours une dimension évidemment toute particulière avec les événements tragiques survenus à Paris. La solidarité et la lutte contre la précarité énergétique est au cœur de notre politique au sein d'EDF Archipel Guadeloupe et c'est évidemment en lien avec la loi de transition énergétique. Ces opérations vont être multipliées par EDF et la CAF. Le prochain rendez-vous aura lieu le 4 décembre à Capesterre-Belle-Eau. Direction notre grande région de la Caraïbe, il est question ce soir de changement climatique en Jamaïque. Un ancien ministre à Antigua a été arrêté. Et puis Karine Gelman nous parlera également d'une connexion Wi-Fi pour tous au Guyana. Voici la Minute Caraïbe. Jamaïque, changement climatique. Cette année, les Jamaïcains ont vécu une 3e saison consécutive de dure sécheresse qui a détruit les récoltes, provoqué des coupures quotidiennes d'eau et des feux sauvages. Le feu a fortement détruit la végétation autour du Hope River et du bassin Yalas, qui alimente en eau potable près de 40% de la population de la région de Kingstown. Une grande partie de la zone avait été replantée entre 2011 et 2013 afin de réduire le ruissellement, l'érosion et l'envasement des cours d'eau. Dans la mesure où les températures ont excédé 34 degrés dans plusieurs régions, le service météorologique a conseillé aux Jamaïcains de prendre conscience que le changement climatique est désormais une réalité en Jamaïque. Antigua, arrestation d'un ancien ministre. L'ancien ministre de la Sécurité nationale, Colin Derrick, a été placé en détention hier soir après qu'il eut participé à une réunion organisée par le Premier ministre Gaston Brown, dont il avait contesté, sans succès, sa victoire lors des précédentes élections générales. Les détails entourant les circonstances de son arrestation restent flous, toutefois on signale qu'il a été impliqué dans une dispute avec quelqu'un lors de la réunion. Il n'a officiellement fait l'objet d'aucune inculpation selon les déclarations faites par son frère Gordon Derrick au Daily Observer, dont il a décrit l'arrestation comme regrettable. Des supporters ont organisé une veillée devant le commissariat de police. Guyana, une connexion Wi-Fi pour tous. Un projet de connexion au réseau sans fil Wi-Fi est mis en place en faveur des écoles secondaires des régions éloignées avec une mise en service prévue pour la fin du premier trimestre de 2016. Le conseiller aux usages numériques du gouvernement, Floyd Levy, a affirmé que le pays doit fournir un accès Internet à tous les établissements d'enseignement supérieur. Un projet pilote a d'ores et déjà été mis en place afin d'évaluer les besoins des autres écoles. Il s'agit d'ouvrir aux étudiants l'accès à l'Internet, mais de leur permettre l'utilisation de l'ensemble des applications et services que le gouvernement mettra en œuvre prochainement, a-t-il expliqué.
Le conseiller a rassuré que l'utilisation du service Wi-Fi sera contrôlée afin d'assurer la sécurité et le contrôle des étudiants. Retour en Guadeloupe, si je vous dis bougie, massage, reiki, cela vous fait bien sûr penser au bien-être. Eh bien, salon consacré à cette thématique ouvrira ses portes demain au WTC de Jarry. Il faut savoir que de plus en plus de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes fréquentent notamment les spas. Alors un conseil pendant les 3 prochaines minutes, détendez-vous avec le reportage de Karine Gelman. Harmonie et douceur, bien-être et don de soi, des mots qui font souvent peur à ceux qui n'ont jamais franchi un espace consacré au bien-être. Alors c'est vrai, il y a certaines personnes qui disent « ouais, moi je vais pas là, c'est une secte », mais de plus en plus, les gens sont habitués maintenant, hein, on en entend parler beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir, ce serait vraiment d'écouter son intuition et d'écouter, j'ai envie de dire, les besoins de notre corps. Nicole est praticienne du bien-être, une énergie qu'elle transmet entre autres par les massages. Avant, j'étais dans la communication, dans une agence de pub, et le bien-être s'est un petit peu imposé à moi. Mon grand-père, mon père, ils étaient tous ce qu'on appelle ici des frotteurs. Donc j'ai été baignée dans cette ambiance depuis mon plus jeune âge, et puis voilà. Anne pratique le Reiki dans le même espace. Elle s'est reconvertie tard à cette pratique. Alors, le Reiki, c'est une pratique qu'on va dire spirituelle qui vise à rétablir les déséquilibres qu'il peut y avoir dans le corps humain. Sachant que ces déséquilibres sont bien souvent à l'origine des maladies. C'est vrai que le blocage en tension, et on finit par développer certaines maladies, certaines affections. Donc anticiper sur ces blocages ou dénouer ces blocages va permettre d'avoir une meilleure santé, un mieux-être. De plus en plus de personnes se déclarent praticiens, thérapeutes, masseurs. Une mode peut-être, mais également une volonté à mieux vivre, à redécouvrir son corps. Une activité qu'il est aussi compliqué de monnayer. C'est très compliqué de le monnayer puisque, avant tout, on est dans du don. On est dans de l'échange, on est dans du partage. Et de dire à la fin, ça coûte 50 € ou 60, qu'importe le soin ou le prix, c'est toujours assez délicat. Donc, ça arrive que moi, au début, j'avoue avoir laissé passer et partir des gens sans oser réclamer mon dû. Mais j'ai vite appris que c'est mon travail. C'est important aussi, c'est de pouvoir concevoir l'argent comme une énergie. C'est un fluide aussi. On ne peut se mettre au service de l'autre que lorsqu'on a réussi à combler ses propres besoins, ne serait-ce que les plus immédiats de la matérialité. Réunir sur un même lieu les professionnels du bien-être et du développement personnel est certainement une occasion pour faire découvrir des pratiques souvent ancestrales, qui au final sont surtout des reconquêtes de notre corps sur de mauvaises habitudes de vie et une pause de notre âme dans des sociétés qui vont de plus en plus vite. Et j'espère que vous êtes désormais un peu plus zen. Alors sachez que le salon du développement personnel et du bien-vivre aux Antilles se déroulera de vendredi à dimanche au WTC de Jarry. On en vient à l'actualité sportive avec une triste nouvelle. Il y a tout juste 1 an, elle avait remporté la Roue du Rhum dans sa catégorie. La navigatrice Anne Cazeneuve s'en est allée aujourd'hui. Elle est décédée des suites d'un cancer à l'âge de 51 ans. Anne Cazeneuve avait effectué sa première transatlantique à l'âge de 18 ans. Elle avait participé à sa première Roue du Rhum en 1998. Le monde de la voile qui est donc endeuillé aujourd'hui, mais la vie continue avec notamment la Mini Transat Île de Guadeloupe qui se poursuit. Alors même s'il reste encore une quinzaine de bateaux en mer, elle sera officiellement terminée le 22 novembre prochain. L'heure est donc au bilan avec Éric Pommier. Mini Transat 2015, les arrivées s'enchaînent. Le constat est toujours le même, quel que soit le classement pour le skipper. Arriver sain et sauf, c'est bien, sans casse, c'est encore mieux. Mais il y a avant tout le privilège de jeter l'ancre en Guadeloupe. Pour les concurrents, cette carotte est source de motivation. La direction de course confirme. Vous savez, pour eux, c'est un Graal d'atteindre Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe et les îles de Guadeloupe. Ça fait 2 ans qu'ils préparent ça. Donc quand ils traversent dans des conditions de météo exceptionnelles, eh bien, l'arrivée ici, ça se lit sur leur visage, sur leur sourire, sur leur joie. Voilà, ça fait plaisir. 12 solitaires sont encore en mer, comme le veut la règle de cette Mini Transat. Les derniers concurrents ont jusqu'au 22 novembre pour rallier Pointe-à-Pitre. Autrement dit, plus de 10 jours après l'arrivée du vainqueur et donc au-delà du 22 de ce mois, ces concurrents hors délai sont mis hors course.
Côté organisation, on reste concentré sur les derniers de la flotte, mais on se réjouit déjà d'un millésime exceptionnel. C'est un cru extraordinaire parce que d'abord il y a une très belle homogénéité des skippers qui ont très bien préparé cette édition. On a eu des conditions, il faut dire, absolument exceptionnelles. L'Atlantique a été traversé dans des temps, je crois, assez records pour ces petits bateaux. On a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle les alizés bien établis sur l'ensemble de la course, sur le temps du parcours, sauf pour les derniers là, qui vont souffrir un petit peu parce que justement cet alizé est en train de dégonfler, comme on dit, et ils vont avoir du petit temps pendant quelques heures, voire quelques jours. Alors, qu'en est-il de la Mini Transat 2017 ? L'organisation ne nous dévoilera rien en avant-première. Seule certitude, c'est qu'en matière de logistique et d'accueil, la Guadeloupe a réussi son examen de passage. Au directeur de course d'afficher un sourire qui en dit long, probablement le signe d'une nouvelle organisation programmée en Guadeloupe. Wait and see, aurait dit la Britannique Lydie Leroman, deuxième femme de la flotte, arrivée ce matin. La Guadeloupe fait officiellement partie de l'organisation sportive de l'Amérique centrale et des Caraïbes. L'annonce a été faite cet après-midi au siège du CROSS, le comité régional olympique et sportif de la Guadeloupe. Notre département pourra ainsi participer en 2018 aux Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Ils se dérouleront en Colombie. À noter que la Martinique est également membre associé pour l'organisation de ces Jeux. Et je vous propose maintenant d'écouter le président Alain Sorez, le président du CROSS Guadeloupe. Il est interrogé par Patrick Curie. La stratégie du CROSS de la Guadeloupe, c'est maintenant de sensibiliser, mobiliser l'ensemble des ligues et comités pour prendre en compte cette nouvelle dimension du sport guadeloupéen, intégrer dans leur programme pour la prochaine mandature 2016-2020 cette compétition qui aura lieu en 2018 en Colombie et peut-être pourquoi pas aussi les Jeux panaméricains de 2019, mais ça c'est une nouvelle étape que nous sommes en train également de nous battre sur ce dossier. Dorénavant, on pourra participer tous les 4 ans aux Jeux organisés par cette organisation. Et il faut savoir que c'est une organisation qui organise des Jeux depuis 1926. Donc vous voyez que dans notre environnement géographique, il y a beaucoup de choses qui se faisaient et sans nous. Donc maintenant, pour nous, au comité olympique, avec l'autorisation du comité national olympique français, c'est une nouvelle stratégie avec de nouveaux enjeux pour nos jeunes sportifs. Donc ça va nous obliger à nous adapter, à avoir davantage de sportifs pour avoir une meilleure élite, à la fois pour viser avec l'équipe de France les championnats du monde ou les championnats d'Europe, mais maintenant, dorénavant, on va viser aussi les championnats panaméricains et les championnats de la Caraïbe centrale. Parlons à présent de sport mécanique. Ce week-end aura lieu le rallye de Basse-Terre, dernière épreuve qui va sacrer dimanche le champion guadeloupéen 2015. Ça va se jouer entre Edmond Bicky et Stéphane Nègre. L'analyse de notre pilote alizé, Éric Pommier. Dimanche prochain, on connaîtra enfin le nouveau champion de la Guadeloupe automobile. Mathématiquement pour l'heure, 2 pilotes peuvent prétendre à ce sacre. Au classement provisoire après le rallye Caruquera disputé en octobre dernier, rallye remporté par l'équipage Bicky Saint-André, Edmond Bicky est assis dans un fauteuil de leader avec un capital de 396 points, soit 65 points d'avance sur son concurrent direct Stéphane Nègre. Le pilote Mitsubishi en quête de titre également va mettre à tout prix la pression à la Peugeot 306 Maxi. En clair, si Stéphane Nègre remporte le rallye, Edmond Bicky a obligation de rentrer dans le top 4 pour avoir mission définitivement accomplie. Pour départager ces 2 leaders, une affiche et non des moindres est au programme, le rallye Sud-Basse-Terre, l'épreuve de tous les rebondissements, un rallye de coefficient 3. Autrement dit, il faut surtout ramener l'auto au parc fermé final, à s'offrir un bonus important de points. Le choix stratégique de cours devra être appliqué à la lettre, alors qui d'Edmond Bicky ou de Stéphane Nègre aura le mental des grands jours. Les pilotes auront à se concentrer sur pas moins de 16 épreuves chronométrées, dont certaines redoutables pour les hommes et les machines. Philippe Ninou, 3e au classement général provisoire, est le grand absent. L'occasion rêvée pour Nicolas Loubert du groupe N d'engranger de sérieux points pour la course au podium, mais le mieux placé est Olivier Devin, 4e au général, avec 202 points. En résumé, les 22 engagés de l'édition 2015 ont du pain sur la planche, 102 km au total à parcourir.
102 km qui paraîtront certainement très longs à Edmond Bicky et Stéphane Nègre. Samedi, dès la première spéciale, le ton sera à l'intimidation. Seul juge le chronomètre. Et pour déjouer les pronostics, 2 ténors de la Martinique seront présents ce week-end. Cette édition touche à sa fin, mais avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin. Le temps humide de cet après-midi devrait se poursuivre avec des nuages qui donneront lieu à des averses aux 4 coins de la Guadeloupe. Les températures seront comprises au réveil entre 26 et 28 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Camping Paradis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. L'actualité qui continue sur notre site le www.alizé.com. Excellente soirée sur Alizé.